suis navré, monsieur, je ne peux pas vous laisser entrer dans ce temple, vous n'avez pas reçu l'initiation. Et pourquoi je comprends pas? C'est une enceinte réservée aux francs-maçons. Rien de ce qui se passe ici ne pourrait vous intéresser. On ne peut pas être témoin de la maçonnerie, il faut la vivre. Elle est incommunicable au plan intellectuel. Vous, mes frères, recevoir le très respectable grand maître, accompagné de ses grands officiers. Mes frères, unissez-vous à moi pour ouvrir les travaux. Avant d'ouvrir les travaux, invoquons la protection du grand architecte de l'univers sur toutes nos entreprises. Puissent nos travaux ouverts ainsi dans l'ordre se continuer dans la paix et se terminer dans l'harmonie. Ainsi soit-il. Je vais maintenant demander aux représentants de la télévision française, c'est-à-dire d'Antenne 2, de bien vouloir se retirer, cette cérémonie d'ouverture ne pouvant être pratiquée que devant des francs-maçons. Nous côtoyons des francs-maçons chaque jour dans toutes les circonstances de la vie. Dans la majorité des cas, on ignore leur qualité maçonnique qu'ils tiennent secrète. Toutes les classes sociales, toutes les professions se retrouvent au sein de la maçonnerie. Si l'on considère la répartition socio-professionnelle du Grand Orient, on constate une majorité absolue de 60% de représentants de la fonction publique. Les salariés du secteur privé ne représentent que 25% des effectifs, avec une très grande majorité de cadres moyens et supérieurs. Oh, moi je trouve que c'est plutôt la bourgeoisie où il y a pas mal d'argent. C'est un petit peu les sans-famille. Ouais. Quelques maçons ont accepté de se montrer à visage découvert. Je répète Polyeucte parce que je suis comédienne, je répète Polyeucte pour le Marais, et donc c'est ma vie profane. Et pour ma vie spirituelle, eh bien, je suis maçonne. Normalement, une maçonne est excommuniée, elle n'a pas le droit de rentrer dans une église. Oh, c'est une vieille histoire. Il n'y a pas de différence fondamentale d'un homme à un autre. La franc-maçonnerie est un lieu de rencontre. Et voyez-vous, au fond, si les uns et les autres sont restés un peu en deçà de ce qu'ils auraient pu faire, si les médecins n'ont pas mis assez l'accent sur la prévention, si les francs-maçons n'ont pas su inculquer un sens civique aussi fort que celui qu'on peut constater dans d'autres pays où la franc-maçonnerie est plus active, c'est peut-être que justement il n'y avait pas assez et de médecins et de francs-maçons en France au cours du siècle dernier. L'homme, en particulier, pour la liberté, pour l'humanisme. C'est peut-être quelque chose qui rend service à certaines personnes et à mon avis qui est peut-être néfaste parce qu'au fond ça fait partie d'une certaine mafia. Chaque mois, les délégués des régions viennent informer le Conseil fédéral des activités maçonniques de la province. Par exemple, vous avez à Saint-Raphaël, il y a 1% de francs-maçons dans la population. Bon, Saint-Tropez aussi, il est évident qu'il y a beaucoup de monde l'été, mais alors l'hiver, tout le monde se connaît. Qu'il n'a pas plus de raison de cacher ou de ne pas faire état de ses convictions sur le plan spirituel, de sa qualification spirituelle, que les tenants des grandes religions connues jusqu'à présent. Je ne pense pas sentir le soufre périgueux, je ne pense pas que nous fassions peur, et je vous dis, on a essayé de démystifier, je crois que nous y sommes arrivés, mais toutefois, des gens ne nous connaissent pas, et je pense qu'il est bon qu'on nous connaisse. Les catholiques ont compris maintenant que la franc-maçonnerie n'était pas tellement leur ennemi, et l'œcuménisme moderne, je crois que c'est valable pour le Nord. Je suis élu socialiste puisque je suis conseiller municipal et conseiller de la communauté. La franc-maçonnerie est un ordre universel. Elle est présente sur les 5 continents. Dans chaque grande loge, on trouve un grand chancelier chargé des relations internationales. Je vous rappelle très en gros qu'il y a actuellement dans le monde 200 obédiences maçonniques, environ 6 600 000 maçons, près de 70 000 loges, et que le Grand Orient de France a une présence internationale. Il est présent dans une trentaine d'endroits dans le monde. 2 ministres maçons se disputeront peut-être pour avoir un poste différent, mais croyez-moi, au pied du mur, ils n'oseront pas se tuer. Nous avons constaté que les églises ont bafoué en quelque sorte la culture en portant un coup dur
à nos cultes, en l'occurrence le culte du vaudou. Or, la maçonnerie prêche la liberté de conscience. Penses-tu que les Africains maçons peuvent utiliser les techniques rationnelles de la franc-maçonnerie pour approfondir leurs recherches et leur retour à la source? Oui, incontestablement, n'est-ce pas, puisque la maçonnerie a pour ambition d'être un carrefour. Elle est le centre de l'union, comme dit le vieux texte de 1723. Elle reconnaît à chacun l'absolue liberté de conscience. Il faut considérer le développement de la maçonnerie africaine un peu comme un investissement. Comme l'on investit dans les usines, on investit dans les écoles. Si vous voulez investir dans la tolérance, il faut le savoir. Et à ce moment-là, il faut donc bâtir le projet, former des hommes et construire vos propres maçonneries. La franc-maçonnerie, société discrète, ne recrute pas ouvertement. Les maçons identifient et contactent dans la société ceux qu'ils jugent dignes d'apporter une contribution efficace à l'édification du temps. Très chères sœurs, très chers frères, vous ne recevrez pas d'autre appellation parmi nous, car vous êtes ici dans un temple où se pratique la fraternité. Je vous remercie d'avoir répondu à notre appel et de nous avoir témoigné ainsi votre sympathie. Nous sommes réunis dans une enceinte où l'agitation du dehors ne saurait pénétrer. Frère deuxième surveillant, que nous enseigne la franc-maçonnerie? Vénérable maître nous enseigne qu'aucune passion ne doit nous troubler et que nous devons juger toute chose avec impartialité, conformément à la tradition des initiés qui nous ont précédés. Frère orateur, comment cette tradition est-elle parvenue jusqu'à nous? Plus que rire peut-être, penser est le propre de l'homme. Par-delà les langages dont la tour de Babel fut l'image, les plus sages des penseurs s'exprimèrent par ces moyens aux possibilités infinies que sont les symboles. Les philosophes de jadis tentèrent d'en chercher le sens profond, voire d'y trouver la solution des problèmes qui se posaient à eux, comme ils se posent encore, mutatis mutandis, à nos contemporains. Mes sœurs et mes frères, ce qui vient de vous être dit vous aura fait comprendre que la franc-maçonnerie est une école à laquelle sont admis ceux qui ont les aptitudes voulues. Elle se distingue toutefois des autres écoles, car son enseignement n'est pas formulé d'avance. Ce qu'elle enseigne à l'initié, c'est l'art de penser et de découvrir par lui-même les éléments de sa conviction. Cet art est pour nous le grand art, ou art royal, comme on l'appelait autrefois. Nous sommes ses adeptes, faibles dans nos moyens, mais forts de notre sincérité dans la recherche du vrai. Veuillez donc, mes sœurs et mes frères, vous sentir en confiance au milieu de nous. N'ayant pas la prétention de posséder la vérité dont la poursuite est notre constante préoccupation, nous nous garderons bien de vous imposer un dogme quelconque. Nous vous présenterons des idées et vous y réfléchirez par vous-même, afin de vous former votre propre jugement. Les francs-maçons se réunissent dans le secret de leur loge pour travailler à la recherche de la vérité pour le bonheur de l'humanité. Il arrive qu'une loge entrouvre ses portes pour donner au monde extérieur une idée du sérieux des travaux qui s'y accomplissent, élever ses vues, élargir le champ de sa pensée et peut-être gagner son cœur. Celui qui s'adresse à vous aujourd'hui n'est ni le grand médecin Pierre Simon, ni le sociologue célèbre, ni l'auteur connu de nombreux ouvrages, ni même l'homme politique à qui pourtant nous devons beaucoup. C'est le franc-maçon Pierre Simon, démocratiquement élu grand maître de cette obédience par ses frères de la Grande Loge de France. Chacune des grandes entreprises, généreuses et belles, grandes, qui ont marqué l'humanité, a souvent été accompagnée par l'esprit, sinon par le franc-maçon lui-même. Rappellerai-je ici devant vous Dunant, créant la Croix-Rouge, rappellerai-je ici devant vous l'esprit de Saint-Louis, qui était le nom de l'avion avec lequel Lindbergh a traversé l'Atlantique et qui était somme toute le nom de sa loge-mère, qui avait en quelque sorte contribué à l'achat de cet avion pour montrer que l'homme dominant le destin était susceptible de franchir l'Atlantique. Enfin, est-ce le premier homme à avoir mis les pieds sur la Lune, Aldrin, et qui avait, afin qu'elle soit associée à l'image de la bannière étoilée, associé sur son épaule le badge de sa loge-mère. Connaissez-vous d'autres sociétés dans lesquelles il vous est possible aujourd'hui de vous façonner, non pas pour échapper à la société occidentale que nous avons nous-mêmes forgée, qui nous conditionne, mais au contraire pour pouvoir nous y intégrer, pour ne pas être ballottés comme la feuille au vent, mais au contraire pour nous y sentir parfaitement à l'aise, et qui plus est, pour avoir prise sur l'événement, pour pouvoir participer et procéder de l'événement.
Combien d'entre nous vivent la véritable vie qu'ils ont souhaité vivre un jour? Combien d'entre vous n'ont pas un matin, se regardant dans la glace au lever, combien d'entre vous ne se sont pas un jour interrogés en disant « je souhaiterais vivre moi aussi la véritable identité que je me serais donnée ». Cet accouchement qu'on va opérer soi-même qui va pouvoir nous permettre d'accéder à la vie vraie. Ce jour-là, il viendra frapper à la porte du temple et demandera la lumière. C'est un pilier du monde tel qu'il est, quoi, je crois. Pour vous, ils font partie du système? Absolument, oui. En son centre, l'on voit Hiram qui est pour les francs-maçons le maître. Et il manie ce qui est le symbole essentiel du franc-maçon, le compas. C'est avec ce compas qu'il montre au roi Salomon, qui lui a commandé l'édification du temple, celui-là même que nous construisons symboliquement. Ce qui est important, c'est que cette tapisserie rapporte en même temps ce qui sont aujourd'hui les 3 grades de la franc-maçonnerie, l'apprenti, le compagnon et le maître, que l'on voit ici travailler, chacun selon ses aptitudes, c'est-à-dire du passage de l'équerre au compas. Les maçons bâtisseurs des églises et des cathédrales formèrent très vite un métier à part. Les secrets professionnels de l'art de bâtir étaient nombreux et teintés de symbolisme. Seuls les maîtres maçons y accédaient. Dès le XIIe siècle, les maçons constituèrent un franc métier. Ils devinrent des francs-maçons. Franc signifiant libre et indépendant des juridictions seigneuriales. Mais peu à peu, les constructeurs cèdent la place à des nobles, des prêtres ou des bourgeois. Le symbolisme et les méthodes des maçons ne sont plus alors utilisés pour construire un temple de pierre, mais un temple spirituel. À telle enseigne qu'aux États généraux de 1789, les 3/4 des députés des 3 ordres sont maçons. La révolution du 4 septembre 1870 amène au pouvoir un gouvernement dont 9 membres sur 11 sont maçons. Les plus célèbres, Gambetta, Arago, Jules Favre, Jules Ferry. En effet, de 1873 à 1931, la République connaît 6 chefs d'État maçons. Vient de s'ouvrir l'exposition maçonnique qui jette la lumière sur la curieuse et mystérieuse mise en scène établie par les francs-maçons qui prétendaient ainsi impressionner leurs adeptes. On ne peut que s'étonner et sourire aussi de constater que ces rites d'un autre âge aient pu, à notre époque, faire l'objet de telle crédulité. Combien de solennels pontifes de la politique restèrent dans cette cellule appelée chambre de réflexion et parée d'ornements macabres? Partout dans le monde, quel que soit le régime politique qui existe, nous avons des loges maçonniques, connues ou inconnues. Quand nous sommes au gouvernement, nous sommes bien évidemment responsables de la politique française et nous ne sommes pas des maçons. Mais dans notre conduite d'homme, à l'évidence, nous sommes des maçons et nous tentons d'infléchir les décisions en fonction de cet idéal maçonnique auquel nous sommes attachés. La femme est aussi présente en maçonnerie, même si cela irrite certains maçons. Il existe une obédience mixte, le droit humain, qui regroupe 4000 hommes et femmes travaillant ensemble en loge. D'autre part, depuis 1945, fonctionne une grande loge féminine de France, dont les 3000 membres uniquement du sexe féminin se sont donné pour but de créer un meilleur équilibre entre les droits et les devoirs de l'homme et ceux de la femme. Mes sœurs, il est l'heure d'ouvrir les travaux. Venez m'aider à préparer le temple. Tomber un peu en désuétude, des rites qui sont assez compliqués au départ, enfin qui étaient des rites d'initiation, quoi. Comme tous les temples de notre obédience, il rappelle le temple de Salomon de Jérusalem et porte les symboles principaux de la franc-maçonnerie, de rester à l'écart des passions du monde, passions qui engendrent non seulement l'intolérance, mais aboutissent à la violence. Les maçons français travaillent selon 4 rites principaux. Un rite maçonnique est un ensemble de règles fixant le cérémonial des initiations et des délibérations dans les loges. Immédiatement perceptibles qui font que l'homme dispose d'une intelligence. Et que voit-il? Le fond du miroir laisse apparaître lui-même sa propre image, mais avec une dimension complémentaire qui est celle de l'initié, c'est-à-dire en quelque sorte qu'une vie nouvelle va se dessiner devant lui. Les outils des bâtisseurs de cathédrales, ayant perdu leur fonction initiale, prennent dans la maçonnerie moderne des valeurs de symboles différentes. Leurs significations sont parfois complémentaires. Par exemple, le compas peut symboliser la mesure dans la recherche ou la faculté de jugement. L'équerre peut signifier la rectitude dans l'action
où l'équité et la justice. La puissance et l'autorité qu'il a pour diriger ses frères dans la loge. Voilà une pierre, c'est la pierre brute. Où l'on glorifie la lumière, un symbole capital de la maçonnerie. Rendons hommage à la beauté physique et surtout à la beauté morale, à la bonté, à l'amour fraternel de tous les hommes, que le soleil éclaire également et indistinctement. La force, la beauté, la sagesse, ce sont les trois vertus qui font que la franc-maçonnerie, toujours les associant, réalise sur terre l'harmonie qui fait tant défaut à ceux qui ne savent opérer cette vision triple, car l'un sans l'autre ne serait qu'une inconscience de l'esprit. Avant de nous séparer, nous allons former une chaîne d'amour. Lorsque la chaîne sera fermée, un grand courant d'harmonie sera établi, scellant la fraternité et l'amitié, et je ferai circuler les mots de solstice. Mes frères, mes sœurs, rompez la chaîne. Lorsque le candidat est accueilli à l'entrée de la Grande Loge, il est introduit immédiatement dans le cabinet de réflexion. C'est ce que nous appelons l'épreuve de la terre, et elle fait partie de l'initiation qui se rapporte à la théorie platonicienne que la franc-maçonnerie a mise en symbole et en psychodrame. Le cabinet de réflexion n'est autre que l'œuf philosophal des alchimistes, la caverne du monde, et qui est la première épreuve, avant que nous procédions à l'initiation par les éléments pour conduire le candidat avant de recevoir la lumière. Depuis le début du XVIIIe siècle, les rituels d'initiation aux 3 premiers grades maçonniques ont très peu changé. Ici, l'initiation au grade de maître, où l'on fait revivre au candidat à la maîtrise le mythe de la mort et de la réincarnation d'Hiram. L'arche royale est la clé de voûte de l'édifice maçonnique. On tirait la 3e batterie. Espérons